Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon ben Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Parce qu'on a tout perdu. Lors d'une conférence portant sur « Vers un bouleversement des équilibres mondiaux », 18 octobre dernier, Alain Juillet fait de graves révélations sur le déclin de la France en Afrique, mais certains de ses propos sont vraiment révoltants. Il faut rappeler qu'Alain Juillet est un ex-directeur des services renseignements de la France. C'est pour dire que les révélations qu'il fait ne sont pas des plaisanteries. Allons l'écouter et discuter ensemble ses propos. J'attends vraiment ton avis à la fin. Merci déjà pour ton engagement et ta contribution. Allons-y. Sur l'Afrique, c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur la zone sahélienne. Vous avez tous suivi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France a perdu pied, puisqu'on s'est fait chasser de partout. Non, on ne s'est pas fait chasser de partout, excusez-moi. Il reste le Cameroun, ça va pas tarder. Le Tchad, ça va pas tarder non plus. Donc, alors, il restera la Mauritanie, parce qu'elle est très bien tenue par les gens qui sont en place, et le Sénégal, parce qu'ils ont une équipe qui est très bonne, mais qui est déjà démarquée de la France. Parce qu'on les a vexés en exigeant que le président ne se présente pas plus de 2 fois, parce que c'était scandaleux de notre point de vue à nous. Bon, Macky Sall l'a accepté. Bon, c'est son candidat qui va évidemment passer à sa place. Mais il a dit c'est quand même invraisemblable que les Européens continuent à nous donner des leçons sur tout. Et résultat, il a été négocié tout seul avec Poutine pour les approvisionnements en céréales, et il a obtenu l'approvisionnement en céréales de toute la zone en nous court-circuitant. Bon, Ainsi Macky Sall a donc menti lorsqu'il dit qu'il a pris lui-même la décision de ne plus se représenter. C'est la France qui lui a demandé de ne plus briguer un nouveau mandat dans le but de préserver ses propres intérêts. En plus, Alain Juillet prédit déjà les résultats de la prochaine élection présidentielle au Sénégal en 2024. Je me demande vraiment pourquoi dépenser pour des élections dont les résultats sont déjà connus. On a fait tout pour écarter Ousmane Sonko. C'est vraiment triste. Un choix de raison, un choix cohérent. C'est en ces termes que des membres de la coalition au pouvoir ont interprété la nomination d'Amadouba comme candidat de Benno Bokk Yakaar pour les prochaines présidentielles. Désormais candidat désigné de la coalition au pouvoir, il aura pour objectif la victoire dès le premier tour. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président Macky Sall. Écoutez-le. La victoire... Comme je l'ai dit dans mon message, à portée de main. C'est comme ça. Donc, ce qui s'est passé, il faut bien voir, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette zone-là, dans la zone des coups d'État. Il y en a 5 quand même en 2 ans, et 3 dans les derniers mois. C'est que l'erreur qui a été faite du côté des Français, c'est de confondre 3 choses. La première, c'est d'oublier qu'il y a dans tous ces pays, du fait des frontières héritées de la colonisation, il y a une opposition entre le nord du pays et le sud du pays. Le nord, c'est des Sahéliens, c'est des nomades, c'est des pasteurs, ils sont Peuls, ils sont Touaregs, ils sont Ragbat, ce sont des gens qui sont habitués à vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et au sud, ce sont des populations qui vivent dans des conditions bien meilleures, parce qu'il y a la forêt, parce qu'il y a les productions, le climat est meilleur, donc les gens vivent pas mal. Et quand on a fait l'indépendance de ces pays-là, on n'a jamais réussi, on n'a jamais réussi dans les pays du Sahel dont je parle, on n'a jamais réussi à imposer aux dirigeants de ces pays de faire une politique qui tienne compte aussi des gens du Nord. C'est-à-dire qu'il faut aider les gens du Nord en développement et autres. On ne l'a pas fait. Et c'est en plus de ça, alors ça c'est le premier problème, si vous voulez. Donc il y a une opposition. On a souvent confondu le terrorisme dans ces pays-là. On dit des bandes terroristes, c'est pas vrai. Le Moudjahou, ça n'a jamais été des terroristes islamiques. C'est des contrebandiers qu'on empêche de travailler en ayant bloqué une passe, qu'on appelle la pince de crabe, une passe entre la Libye et le Niger. Il faut le savoir. Mais quand les gars ne peuvent plus travailler, ils crèvent la faim, parce que dans ces pays-là, ils sont très pauvres, ils crèvent la faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes. Normal.
Donc, première erreur. La deuxième, c'est que nous avons laissé des dirigeants, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont corrompus. Mais c'est peut-être une spécialité occidentale de favoriser certains dirigeants corrompus, parce qu'on le voit dans beaucoup d'endroits. Là, c'est sûr que vous prenez le président du Mali, c'était un corrompu notoire. Il touchait de l'argent même sur les rançons, c'est vous dire. Hein. Au Niger, c'est le seul pays qui avait essayé de travailler avec le Nord. Le président Issoufou, il essayait de travailler avec le Nord. Mais le président Bazoum, qui a été nommé après lui, ça a été une erreur, parce que c'est un arabe du Nord, et les gens du Sud ne l'ont pas supporté, pour les raisons dont je vous dis, d'opposition entre le Nord et le Sud. Donc, c'est ça l'erreur qui a été faite avec Bazoum. Vraiment, les Français ont un sérieux problème. Pourquoi tentent-ils continuellement d'opposer les ethnies dans nos pays, d'opposer le Nord au Sud? C'est criminel et ça doit être condamné. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. Et Bazoum et Issoufou sont des Arabes. Là, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Africains. Donc il y a ce sujet qu'on connaît très très mal. C'est vraiment pitoyable. Une analyse d'une telle bassesse est indigne d'un chef d'État et d'un journaliste sérieux. Continuons avec Alain Juillet. N'oublie pas d'aimer la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Bon, quand vous prenez le Burkina Faso, c'est clair, là c'est l'opposition nord-sud, et le fait que les dirigeants, quand on a remplacé le président qui était avec sa femme qui a fait fortune, eh bien, on l'a remplacé par un autre qui a dit « pourquoi pas moi ?» et qui s'est mis aussi à accumuler, comme on dit maintenant. Donc, on a indiscutablement, si vous voulez, en Afrique, on a soutenu des dirigeants. Regardez Bongo, le moins qu'on puisse dire, c'est que Bongo, on ne peut pas dire c'était. Il est resté très longtemps, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne vivait pas trop mal, lui et sa famille. Hein. Donc, dans définitive, on avait toutes les raisons pour que ça se passe. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi ou comment. Eh bien, on n'a pas vu tout ça, alors qu'on le sait, on le disait, on l'affirmait, autres. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. La France prépare-t-elle un coup d'État au Cameroun? Ce qui ressort des aveux que fait Alain Juillet, c'est que c'est la France qui établit les chefs d'État dans les pays francophones. Je sais que ce n'est pas nouveau pour vous. Mais cela veut dire que comme le président de Cameroun se détourne de plus en plus de la France cherche à le remplacer par quelqu'un qui pourrait préserver ses intérêts. Tu en penses quoi? Paul Biya va-t-il vraiment être renversé dans les jours ou mois qui viennent comme ce fut le cas pour Ali Bongo? Monsieur le Président Paul Biya, bonjour et merci de nous recevoir. Amélie Tullet de Radio France Internationale, France Média Monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat,
Ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. Hein, la question, c'est pas pour des raisons de terrorisme. Le terrorisme, c'est un problème mineur. Alors je ne dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que le GIA, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de le régler tout seuls. C'est ça la vérité et on voit bien les avancées des FAMA au Mali depuis le départ de la force française et de la MINISMA. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Parce qu'on a tout perdu, on est maintenant en race campagne. Et pour terminer là-dessus, puis je vais arrêter là parce que je ne vais pas dépasser l'heure. Un détail, si vous voulez, mais qui vous montre que la complexité des relations internationales. Le Niger, coup d'État. Coup d'État, parce qu'en réalité, le coup d'État, il est très simple. Hein. Bazoum décide de licencier son général commandant la garde présidentielle. C'est ça l'histoire. Hein. Le gars, il était très bien avec Issoufou, le général, il était très bien, ça marchait très très bien. Il ne s'entendait pas avec Bazoum. Bazoum veut le licencier, l'autre dit on ne va pas laisser cet arabe du Nord imposer sa vue à nous, les gens du Sud. Il prend le pouvoir. C'est ça l'histoire du Niger. Hein? La minorité arabe à laquelle appartient le président Mohamed Bazoum n'a guère été stigmatisée. Tout le monde sait, tout de même dans quelles circonstances, s'est fait le renversement de Bazoum. On sait bien qu'il s'agit d'abord et essentiellement d'une affaire interne entre l'ancien président et lui-même. Une révolution de palais probablement. Que le 27 juillet, donc il y avait un conseil des ministres qui était prévu, et ce conseil des ministres, il devait se pencher sur la création de cette nouvelle société baptisée Pétroniger. Alors c'est quoi Pétroniger? C'est une société qui devait s'occuper en gros de l'exportation des nouveaux produits pétroliers du Niger. Il y a des chiffres qui sont donnés, il y a eu des auditeurs externes qui ont travaillé sur la SONIDEP, qui estiment que la fraude coûtait environ 50 à 70 millions de dollars par an à l'État du Niger. Donc, ce qui est assez énorme pour le budget nigérien. Donc effectivement, tout ça, on s'est rendu compte que la SONIDEP était effectivement, en tout cas c'est ce qui nous a été dit, une caisse noire utilisée depuis 10 ans par le PNDS pour alimenter un certain nombre, pour alimenter en fait le système de corruption, et n'ayons pas peur de le dire, qui va alimenter notamment les rangs de l'armée. Donc c'est en fait cette SONIDEP qui était essentielle pour le parti au pouvoir. Et quand Mohamed Bazoum arrive au pouvoir, lui, il se rend compte, il a ses chiffres, il a notamment les auditeurs du FMI qui l'alertent sur cette question-là. Et donc il va vouloir un petit peu changer les choses. Donc neutraliser la SONIDEP en créant Pétroniger, voilà une décision qui avait tout pour déplaire au général Tiani qui a pris le pouvoir. Ainsi, vous venez de le dire, qu'au propre fils de Mamadou Issoufou, l'ancien président, qui a d'ailleurs mis du temps à afficher sa solidarité envers son dauphin renversé, Mohamed Bazoum. Ceci explique cela, selon vous? Sani Issoufou, donc le ministre du pétrole, s'est longtemps opposé à Pétroniger. Ensuite, il a essayé d'en modifier les statuts et donc d'arranger un petit peu les choses pour garder le contrôle sur cette nouvelle société. Ça n'a pas fonctionné. Bazoum est passé en force et ça a effectivement beaucoup déplu au clan Issoufou, à cette frange finalement du parti au pouvoir qui restait davantage fidèle à l'ancien président qu'au nouveau président. Est-ce que c'est cela qui a vraiment déclenché le coup d'État ? On n'a pas la preuve d'un coup de fil entre Mahamadou Issoufou, évidemment, et le général Tiani, mais on sait que le général Tiani et l'armée dans son ensemble étaient sans doute alimentés par cette SONIDEP, par cette caisse noire. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il prend le pouvoir. Il est tout seul, avec sa garde présidentielle, l'armée n'a pas bougé. Je vous parle des premières heures après le coup d'État. On a 3000 hommes sur place, 2000 hommes sur place dans la zone du Niger, l'armée française. Question. Si on avait demandé à nos militaires de faire des patrouilles en ville, je ne dis pas violentes, de se promener en ville avec les engins blindés, faire des tours, vous ne croyez pas que ça aurait calmé le jeu? Bien sûr que si. C'est vraiment incroyable. Comment peut-on être aussi arrogant et paternaliste à ce point? Les Nigériens ne sont-ils pas matures pour savoir régler leurs problèmes? Même si ce coup d'État serait une conséquence d'un problème au palais, on a vu le résultat.
La population n'était pas sortie pour réclamer Bazoum mais au contraire pour soutenir les militaires, en qui ils voient un espoir de changement de leur situation. N'est-ce pas ce qui compte? Mais son problème, c'est qu'on n'était pas tout seul. Les Américains, Victoria Nuland, qui est la secrétaire d'État adjointe aux États-Unis, est allée tout de suite au Niger. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux gens de la junte? Elle a dit, nous, on a une base à Agadez qui nous permet de surveiller toute la zone avec les écoutes, les avions, les drones et autres. On a une base qui nous a coûté 100 millions de dollars. On a 1500 hommes là-bas. On veut la garder. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à la base américaine. Les types ont dit, bien sûr, ils ont dit, on est d'accord. Donc il y avait un accord de facto des Américains dès le deuxième jour pour que la junte reste en place parce qu'il s'agissait de garder la base américaine. Et nous, si vous avez remarqué, même des jours après, on disait, avec la CEDEAO, on va y aller, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on a vu. Hein? Voilà. Sur ce point, Alain n'a pas tort, Macron a manqué de sagesse dans l'affaire du Niger. Mais c'est son problème, pour nous Africains, c'est tant mieux. Pour vous dire que tout ça, c'est très complexe, mais que si vous ne tenez pas compte de ce qu'il y a le dessous des cartes, et Dieu sait s'il y a des dessous des cartes, j'ai essayé de vous en montrer quelques-uns, hein, eh bien, vous passez à côté de beaucoup de choses. Mais ce dessous des cartes, vous pouvez le trouver, n'importe lequel d'entre vous, il suffit de regarder les publications des uns et des autres et de croiser les informations données par les uns et par les autres. Voilà. Et à ce moment-là, vous aurez une idée un peu plus réaliste que beaucoup de nos commentateurs et autres sur la réalité de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui est formidable, parce que ce changement qui est en train de se faire, pour ceux qui le comprennent et qui sont prêts à jouer le jeu, qui comprennent tout ce qu'on peut en tirer, il va y avoir de formidables opportunités. Pour un pays comme la France, pour les entrepreneurs français, il va y avoir de formidables opportunités à condition d'avoir compris ce qui est en train de se passer. Et comme toujours, on le sait bien pour les entrepreneurs, d'avoir eu cette capacité d'anticipation qui est la clé de la réussite. Très bonne conclusion, n'est-ce pas, cher ami? Je pense aussi que la capacité d'anticipation est la clé du succès dans tous les domaines. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de l'aimer et de me donner ton avis en commentaire avant de partir. À très bientôt.